Bonjour, c'est Brin de Culture, le magazine de l'actualité culturelle qui vous sort de chez vous. Nous nous trouvons ici sur l'une des terrasses du château de la Busine et c'est depuis ce lieu superbe, entouré des collines de Marcel Pagnol, que je vous invite à la découverte des événements en cours et à venir. Le Dôme est le rendez-vous incontournable des diverses formes de spectacles dans le sud de la France. Sa coupole rappelle la coque d'un bateau retourné soutenu par un arc de 27 mètres de hauteur. Sa capacité peut aller jusqu'à 8000 spectateurs. Le Dôme accueille en moyenne 300 000 spectateurs par an et pour cette première quinzaine de novembre, les artistes vont s'y succéder à un rythme effréné. Le 2 novembre, bataille de décibels avec Deep Purple. Depuis sa formation en 1968, la composition des membres de ce groupe pionnier du hard rock et du heavy metal a changé 8 fois. Un seul musicien, le batteur Ian Paice, est présent depuis le début. Depuis 2014, celle qui triomphe partout en France avec Madame Foresti s'est aussi révélée être une féministe engagée, notamment dans l'action contre les violences faites aux femmes. Une autre bonne raison d'aller l'applaudir. Dès le lendemain, le 6 novembre, c'est le retour des Amis pour la vie, Alain Souchon et Laurent Voulzy. Leur album en commun, le premier en plus de 40 ans de collaboration, est une belle réussite qui rencontre un grand succès. On va chanter dans les gradins du Dôme. Le 12 novembre, retour des guitares. Autour de Jean-Félix Lalanne sera réuni le gratin des virtuoses de la 6 cordes pour 3 heures de spectacle garanti. Pour finir cette belle série, le 13 novembre, le Dôme accueillera le mythe Supertramp. Depuis ses triomphes des années 70 et 80, le groupe a certes évolué, mais le public aime toujours entendre les hits de l'époque Breakfast in America. Partons maintenant dans un quartier en pleine résurrection où l'on trouve désormais plusieurs lieux d'importance consacrés à la culture. Dans le cœur historique de Marseille, en plein panier, la Vieille Charité. Ce magnifique bâtiment de Pierre Puget, superbement restauré, est désormais très connu des Marseillais comme des touristes. Une nouvelle exposition est consacrée à la femme dans la Grèce antique. Si de cette période on connaît les divinités et les personnages de la mythologie qui ont traversé les siècles, on connaît mal en revanche la femme grecque, son enfance, son éducation, sa place dans la société et sa vie amoureuse. Les réserves du musée d'archéologie méditerranéenne sont riches d'objets qui évoquent la vie quotidienne, sociale et intime des femmes de ce temps. Avec 70 pièces remarquables, le visiteur pourra ainsi se familiariser avec les us et coutumes des habitants de l'époque qui restent méconnus dans cette ville pourtant fondée il y a 26 siècles par des navigateurs grecs. Un retour dans le passé que vous aurez tout le temps d'aller découvrir puisque l'exposition se prolongera jusqu'au 23 mai 2016. Nous sommes à la Vieille Charité, devant le musée d'archéologie méditerranéenne. Nous allons rencontrer Muriel Garçon, la commissaire de l'exposition La femme dans la Grèce antique. C'est une exposition que je fais avec des objets de réserve. Donc nous avons en fait des objets exposés et des objets qui restent en réserve et qui sont à l'abri des regards des spectateurs. Donc ces objets-là, on essaie de les montrer de façon temporaire, épisodique, quand le thème nous le permet. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'objets qui représentaient des femmes. Et donc, j'ai décidé de parler de façon fortement lacunaire, bien sûr, de la condition des femmes dans la Grèce antique. Alors justement, certains commentaires peuvent, je crois, heurter. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle était justement cette condition féminine à cette époque ? Alors, c'est un sujet qui est difficile parce qu'il y a un fossé entre la représentation esthétisante de cet art grec et de la représentation de la femme dans cet art grec, où l'on voit des divinités qui sont souvent représentées nues, souvent parées d'attributs, qui pourraient nous faire penser que la femme a un rôle qui est un rôle prépondérant dans cette société, puisqu'il y a beaucoup de divinités majeures dans le polythéisme grec. Et puis, il y a la femme au quotidien, celle qu'on ne voit pas, celle qui est très peu représentée dans l'iconographie.
on en a quand même des exemples. Et il y a un fossé entre la condition que l'on peut qualifier de assez terrible à cette époque-là dans la Grèce antique et les représentations que l'on a sur les sculptures ou sur les vases. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Et si vous voulez, cette condition, on arrive un petit peu à la dévoiler à la lecture des textes antiques. Et si l'on regarde les phrases que j'ai sélectionnées, eh bien, on peut par exemple citer la phrase d'Hipponax, hein, les 2 jours les plus heureux chez la femme, ce sont les jours du mariage et celui de ses funérailles. Voilà, donc ça donne un petit peu le ton. Et ce sont des phrases qui peuvent heurter, ce sont des textes qui heurtent notre sensibilité hein, aujourd'hui, de femmes de 2015. Et pourtant, c'est une vérité. Alors, on a du mal à englober la vie au quotidien de ces femmes-là, parce qu'on en parle peu finalement. Mais elles devaient être très très peu enviables. Alors, est-ce que justement, il y a des pièces exceptionnelles, des pièces rares dans cette exposition? Alors, comme je vous le disais, j'ai travaillé avec des objets de réserve. Alors, effectivement, c'est lacunaire. Il y a des thèmes qui m'échappent un petit peu. Pour l'enfance, j'ai travaillé avec ce que j'avais, donc avec des représentations de céramique, de tanagra, de mères qui tiennent leurs enfants par les bras, ou des représentations de bébés, ou de biberons, de gutus. En revanche, j'ai pu obtenir le prêt de 3 objets qui sont très beaux, deux coupes avec un décor érotique et puis un coffret à bijoux avec une magnifique polychromie que le musée d'art classique de Mougins, qui est très riche, qui est un musée très riche pour l'Antiquité, a bien voulu me prêter. Donc ces objets sont exceptionnels et ils sont visibles dans cette exposition. Alors, l'amour en grec, je crois qu'il y a 4 mots pour l'exprimer, pour définir justement ce que nous appelons l'amour, tout simplement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette façon d'aimer en Grèce? Alors, je suppose que la façon d'aimer, c'est ça aussi, ce sont des notions qui sont difficiles à exprimer parce qu'on ne peut pas se projeter il y a 2500 ans. Mais en revanche, que nous disent les textes? Il y a 4 mots pour exprimer l'amour. Nous, on dit « j'aime le sport, j'aime mon enfant, j'aime ma famille, j'aime travailler ». Les Grecs vont séparer ça. Et nous, on peut donner aussi, on peut coller à ces 4 mots sur l'amour, on peut coller des mots, nous aussi. Alors, il y a chez le grec ce qui s'appelle agapé, c'est l'amour universel. C'est un peu, c'est l'amour, comment dire, on pourrait dire l'amour de Dieu pour les gens qui sont croyants. Ça, c'est agapé. Ensuite, il y a philia. Alors, philia, c'est l'amitié. C'est ce qu'on pourrait appeler l'amitié. Hein. C'est l'amour qu'on peut éprouver, finalement, pour ses amis d'enfance. Voilà. Ensuite, il y a storgé. Alors, ça, c'est l'amour, mais lié par la famille. C'est l'affection familiale, c'est l'amour familial. C'est la façon que l'on a d'aimer notre enfant, notre mère, notre père, nos sœurs, nos frères, etc. Et puis, il y a Eros. Eros, c'est l'amour. C'est l'amour charnel, mais pas que. Hein, c'est l'amour de notre homme ou l'amour de notre femme. Hein. Et souvent, chez les Grecs, les textes nous le disent, c'est l'amour chez les Grecs, surtout chez Platon, c'est un amour homosexuel. Hein. On ne peut aimer qu'une personne du même sexe que soi. Voilà, donc ces 4 mots qui, quand même, séparent bien le même amour. Que nous pouvons retrouver, nous, dans nos mots affection, amitié, etc., mais qui, chez les Grecs, est bien séparé. Très bien, mais une belle exposition à découvrir donc jusqu'au 23 mai à la Vieille Charité. Merci Muriel. Merci à vous. Nous sommes devant la salle de cinéma et de spectacle du château, décorée pour Halloween. Je vais vous parler de théâtre, une actualité qui est très chargée en cette saison. Le gymnase accueille Alfred de Musset et sa pièce Lorenzaccio du 3 au 7 novembre. Pour rester dans le théâtre, il est classique, mais avec un point de vue décalé, signalons le travail collectif de la Palmera qui propose au Merlan une sorte de Racine pour les nuls qui promet d'être réjouissant à découvrir du 4 au 6 novembre.
Restons avec les grands auteurs. Brin de Culture vous recommande La Cerisée d'Anton Tchekhov au Bois de l'Aune à Aix-en-Provence du 6 au 8 novembre et Les Géants de la Montagne de Luigi Pirandello au Gymnase du 10 au 14 novembre. Le théâtre Tourski vous présente quant à lui du 3 au 7 novembre les Zygmunt Folies avec les marionnettes de la compagnie de Philippe Gentil. Et puis, je n'imagine pas un Odéon autrement que complet le 8 novembre pour voir et écouter Jean Piat se raconter sur scène, une grande carrière et un sacré personnage. Les amateurs de Liane Folly ne manqueront pas son Crooners Tour le 5 novembre au Pasino d'Aix-en-Provence. Les amoureux du piano se retrouveront quant à eux à la Criée de Marseille le 9 novembre pour écouter Gabriela Ungareno. Le rire et la détente sont plus que nécessaires. Notez donc cette soirée avec la troupe du Jamel Comedy Club le 13 novembre au Silo de Marseille. Toujours au Silo jusqu'au 7 novembre, le spectacle du cirque Plume. Un rappel également pour le 31 octobre et le 1er novembre au Château de la Busine avec tout le week-end des spectacles enfants pour Halloween dans la grande salle de spectacle. Enfin, cumulez plaisir et bonne action avec le Musical Inno, le spectacle donné au Palais des Congrès de Marseille le 6 novembre au profit de l'association Sourire pour la vie qui œuvre en faveur des enfants atteints de graves maladies. Un peu sur le modèle du Grand Cabaret, le spectacle réunit chanteurs, musiciens, humoristes, imitateurs et numéros de cirque. Dans nos salles, c'est le grand retour de James Bond dans Spectre, toujours avec Daniel Craig et à ses côtés la sublime Monica Bellucci. J'ai toujours su que la mort aurait un visage familier, mais pas le vôtre. J'ai assisté à une réunion il y a peu où votre nom a été évoqué. Je suis flatté que Londres parle toujours de moi. Ce n'était pas au MI6. Le 3 novembre, dans la salle de cinéma du Château de la Busine, l'unique avant-première de La Vie pure sera diffusée en présence du réalisateur Jérémy Bamster. Ce film s'inspire de l'histoire vraie de Raymond Moffret, un jeune journaliste qui s'était lancé dans les années 50 dans un périple solitaire au cœur de la forêt amazonienne. On ne l'a jamais retrouvé malgré les 18 expéditions montées par son père pendant 12 ans. De là, je remonterai la rivière Waki jusqu'à son lit, ensuite les 42 km à pied en forêt, puis la rivière Tamuri, Kamopi, pour enfin arriver au pied du massif des Tomokumak. Qu'est-ce que vous espérez y trouver? Un idéal? La vie pure? Tout se paye dans la vie. Et le bonheur, c'est plus cher. J'ai la certitude de découvrir quelque chose d'inconnu, d'extraordinaire. Brin de Culture se termine. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro et de nouvelles découvertes. D'ici là, soyez curieux.